la course à l'élection présidentielle de façon honteuse, Maurice Kamto n'est pas totalement écarté. Bien au contraire, il n'a fait que reculer pour mieux sauter. Parce que parfois, c'est lorsqu'on croit avoir abattu un arbre, une plante qu'on croit avoir déterrée, ses racines reviennent et quand on y revient, ça a déjà produit. Il n'y a plus moyen. Et tout dit inquiet par rapport à la position de Maurice Kamto qui n'a pas rapidement pris position. Et justement parce que Etoudi était convaincu que Maurice Kamto allait certainement demander à ses militants de déchirer des cartes, de se lasser, de se disperser, et comme ça, qu'on obtienne justement beaucoup encore d'abstention, là où justement le régime Biya s'est joué. Or, Maurice Kamto, pour l'instant, a d'ailleurs fait des déclarations, tout comme l'APC, pour dire que non, il n'y a pas encore de décision prise. Il n'y a pas encore une position nette. Certainement, il y aura des tractations, puisque c'est aussi ça la politique. Et d'ailleurs, Maurice Kamto avait prévu, comme tout homme politicien, les plans A, B, C, D. La preuve, c'est qu'on ne savait même pas qu'il pouvait aller choisir l'Omanidem. Quel sera donc maintenant son plan C? Là encore, Maurice Kamto réserve le suspense. Mais comme je l'ai dit, il y a coalition et surtout, lorsqu'on est fort, lorsqu'on est convaincu de son fait, et lorsqu'on sait justement qu'on détient les clés. Maurice Kamto détient les clés du camion. Maurice Kamto est presque devenu le pilote de cette coalition qui voudrait se mettre en jeu. D'abord, retour sur l'élimination de Maurice Kamto avec Achille Mbembe et beaucoup d'autres personnalités qui, bien évidemment, sont en train de décrier le comportement du régime Biya. Achille Mbembe, bien évidemment, parle de cette élimination de Maurice Kamto qui n'a rien à voir avec la démocratie, mais plutôt un hold-up, une épreuve de force. Achille Mbembe dénonce le régime Biya qui, bien évidemment, n'a jamais su faire quoi que ce soit. Mais cependant, derrière cette dénonciation que je vais vous faire suivre, il y a d'abord ce piège qui concerne la consigne de vote. Chers sympathisants du MRC et des partis qui ont été éliminés, chers militants du MRC qui êtes peut-être désespérés, cher peuple du changement, comme je le disais, rien, mais alors rien n'est encore joué. Peuple du changement, le régime Biya est dans la panique. Et dans cette panique, il faut savoir aujourd'hui que c'est parce que Maurice Kamto n'est pas encore totalement naufragé. Bien au contraire, il est en train de relever la tête et de relever l'opposition. Mais, comme je vous le disais, il y a des pièges, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est une analyse stratégique. Analyse stratégique des risques et options pour le MRC dans le contexte post-exclusion de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Ne cédons pas au chant des sirènes. Dans les âges anciens, au large des mers, Diony, Ulysse, roi d'Ithaque et héros de la guerre de Troie,
mit sa nef en route vers le retour. Devant lui, des flots houleux, avides de dévorer les hommes et les navires, ouvraient leur ventre. Les vents étaient contraires, les vagues se dressaient comme des montagnes. Ulysse, debout, à la proue de son navire, scrutait l'horizon. Son cœur plein d'inquiétude pour ses hommes et pour son royaume lointain. Mais ce qu'il attendait alors n'était ni la tempête, ni le fer des armes fines et redoutables, ne furent rien de plus que leur voix douce et enchanteresse, si enchanteresse que lorsqu'elle chantait, les marins oubliaient tout danger et tout devoir pour suivre le son de leur voix. Elle promettait la connaissance, la gloire et la paix retrouvée. Elles appelaient le navigateur à se détourner de sa route pour goûter à l'illusion de la facilité. Et quiconque écoutait leur mélodie s'écrasait sur les rochers, laissant derrière lui un navire brisé et un destin dévoré. Mais Ulysse, instruit du danger, fit un choix salvateur. Pour se sortir d'un tel traquenard, il boucha les oreilles de ses compagnons de cire et demanda qu'on l'attache solidement au mât. Lui seul entendrait le chant, mais enchaîné, il ne pourrait céder. Ainsi passa-t-il l'épreuve et reprit la route intacte. Aujourd'hui, d'autres navigateurs affrontent leur mer. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est à cette croisée. Autour de lui s'élèvent des chants séducteurs. La tentation est réelle et l'illusion est grande. Mais comme autrefois Ulysse, il ne faut surtout pas céder au charme trompeur. Il faut plutôt se lier davantage à ses principes, se boucher les oreilles aux voies de compromission afin de poursuivre la route sans naufrage. Nous vivons ce temps-là. Contexte et moment historique. Au cours des 4 dernières années, une stratégie orchestrée par le régime en place s'est déclinée en une panoplie de manœuvres visibles et invisibles, destinées à empêcher la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Ces actions se sont exprimées notamment par des prises de position publiques du ministre de l'Administration territoriale, par des interventions récurrentes dans les médias publics et privés et par des signaux institutionnels visant à influencer l'opinion sur la légitimité de la candidature. Dès janvier 2025, une intensification des manœuvres s'est manifestée de la manière suivante. Sur le plan médiatique, des débats ont été multipliés. Sur des plateaux de télévision et de radio majoritairement acquis au régime, mais aussi sur des supports se présentant comme neutres. La CRTD, chaîne publique nationale, a diffusé à plusieurs reprises une liste de partis politiques autorisés à présenter un candidat, excluant le MRC malgré la présence des conseillers municipaux ralliés à ces positions et le FCC de l'honorable Jean-Michel Nitieux, député à l'Assemblée nationale et un des principaux soutiens de Maurice Kamto dans le cadre de l'APC. Sur le plan politique, cette communication récurrente a contribué à ancrer dans l'opinion l'idée que Maurice Kamto ne pouvait se présenter sous les couleurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC et qu'il devrait, pour être éligible, passer par l'investiture d'un autre parti politique. Cette campagne a préparé le terrain à un rejet institutionnel de la candidature du leader du mouvement. Rejet prétendument motivé initialement par la non-participation du MRC aux élections municipales et législatives 2020. Face à cette configuration, une décision stratégique a été prise.
elle a consisté à présenter la candidature de Maurice Kamto sous l'étiquette du Manidem. Cette option a produit un double effet. Un effet politique immédiat, en ce qu'elle a rétabli la légitimité de la candidature aux yeux de l'opinion nationale et internationale, et mis en lumière de façon incontestable les mécanismes d'exclusion mis en place par le régime RDPC. Un effet organisationnel, notamment la nécessité pour le candidat d'adhérer au Manidem et de se retirer provisoirement de la présidence du mouvement, créant ainsi une situation inédite dans l'histoire interne du parti. Ce retrait, bien que tactiquement nécessaire, a révélé quelques fragilités dues à l'absence du leader. Une fragilisation de la coordination stratégique. Des débats internes vifs sur la ligne politique à tenir face à la situation politique actuelle du pays. Un risque de fragmentation à court terme s'il n'y a pas une reprise en main rapide. Parallèlement, le contexte national est marqué par une polarisation politique accrue, avec une opinion publique divisée sur la légitimité du processus électoral. Des pressions diverses extérieures et internes du parti, incitant le MRC et Maurice Kamto à donner les consignes de vote, et ce, faisant, de s'associer à un scrutin qui apparaît clairement comme étant une forfaiture électorale. Une recomposition du champ politique, illustrée par l'entrée en lice de deux anciens alliés de taille et compagnons de route de Paul Biya, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari, tous deux originaires du Septentrion. Leur candidature pourrait reconfigurer l'équilibre des forces dans cette partie importante du pays, traditionnellement considérée comme un terrain conquis du parti au pouvoir. En résumé, le mouvement se trouve aujourd'hui confronté à un double défi historique. Il doit, premièrement, gérer le retrait temporaire de son leader et ses effets sur le fonctionnement et la cohésion interne. Deuxièmement, veiller à maintenir un cap stratégique et idéologique clair face à un contexte national mouvant et à des pressions politiques multiples, orchestrées par le système au pouvoir, le RDPC, le gouvernement et ses alliés de l'opposition, en vue de créer de la confusion au sein du peuple du changement. L'image du MRC, perçue comme partie de l'espoir et souffle de renaissance, dépend désormais de la capacité individuelle et collective de ces cadres à, petit a, projeter une stabilité organisationnelle infaillible, petit b, préserver la cohésion des convictions autour de la vision, de la philosophie et de l'idéologie qui ont guidé leur choix depuis la création du mouvement. Petit c, transformer l'épreuve en opportunité en réaffirmant le positionnement du MRC, du mouvement, en consolidant sa crédibilité auprès de l'opinion nationale et internationale. À l'issue du contentieux préélectoral, l'organe électoral ELECAM a validé aux côtés du président sortant un ensemble de candidatures soigneusement calibrées. Leur présence contribue avant tout à préserver l'apparence d'un pluralisme politique, sans toutefois constituer une alternative crédible au système en place. L'exclusion ciblée de Maurice Kamto, seul acteur disposant d'un ancrage populaire étendu et d'une capacité avérée de mobilisation nationale, révèle la volonté du pouvoir de verrouiller le processus et de neutraliser toute menace réelle à sa continuité. Dans ce contexte, trois scénarios apparaissent comme plausibles à l'issue du scrutin du 12 octobre. Le plus probable demeure la reconduction du président sortant ou de son avatar, garantie par la maîtrise intégrale des institutions électorales et la transfiguration volontaire du champ politique. Un second scénario, plus circonstanciel, serait celui d'une victoire d'un allié direct en cas de retrait inattendu ou orchestré du chef de l'État en fonction, ouvrant la voie à une transition contrôlée qui préserverait les équilibres internes
tout en offrant un habillage de renouveau à l'international. Enfin, l'hypothèse de contestation post-électorale reste marginale, faute d'un leadership capable de maintenir la pression. Les tensions éventuelles seraient rapidement absorbées par le système, consolidant ainsi le statu quo. Ainsi se dessine un paysage électoral verrouillé où la pluralité affichée ne masque pas l'absence d'alternatives réelles. Dans un tel contexte, l'enjeu du MRC, pour le MRC, ne réside plus dans l'issue d'un scrutin largement prédéterminé, mais dans la définition d'une posture stratégique capable de préserver sa cohérence, de consolider sa légitimité et de préparer les échéances à venir. Grande. Question stratégique à adresser. Depuis l'annonce de son exclusion arbitraire du scrutin, Maurice Kamto et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, font l'objet de sollicitations insistantes émanant de plusieurs candidats en lice, ainsi que de leurs états-majors, mais curieusement aussi de nombreux soutiens du régime et des médias qui lui sont acquis, les pressant d'apporter un soutien public à leurs ambitions. Dans ce discours, Maurice Kamto est érigé en faiseur de roi. Son rôle, comparé à celui d'Ousmane Sonko dans l'espace politique sénégalais, est présenté comme l'homme détenant les clés de l'alternance au Cameroun. S'il est exact que Maurice Kamto incarne aujourd'hui la principale force politique capable d'ouvrir la voie à l'alternance démocratique, il convient de rappeler que cette clé ne lui a pas été conférée par le hasard, ni par la seule dynamique partisane, mais par la confiance, le courage et l'adhésion massive du peuple. Et cette confiance est à la fois un capital politique personnel et une responsabilité historique qui exige de rester fidèle au mandat populaire et à la ligne stratégique qui l'a rendu possible. Or, les appels au ralliement adressés au MRC, parfois relayés avec sympathie par certains de ces cadres, imposent aujourd'hui de clarifier les enjeux et de poser de bonnes questions avant toute prise de décision engageant l'avenir du mouvement. Ces questions doivent être formulées sans complaisance. 1. Quel est l'intérêt stratégique réel pour le MRC de soutenir un candidat validé par le régime alors même que ce dernier a écarté Maurice Kamto afin de s'assurer une victoire sans risque? 2. Quelles seraient les implications politiques, symboliques et électorales d'un tel soutien, tant pour Maurice Kamto, le MRC, que pour le peuple du changement? 3. Quels objectifs stratégiques un candidat ainsi adoubé poursuivrait-il à court et moyen terme? Et dans quelle mesure serait-il compatible avec ceux du MRC? 4. Quelle cohérence un tel choix aurait-il avec le combat historique mené par le MRC fondé sur l'intégrité, la souveraineté populaire et le refus de cautionner des processus viciés? 5. Quelle stratégie alternative crédible le MRC peut-il mobiliser pour préserver, voire renforcer son influence, en faisant avancer l'agenda du changement sans pour autant contribuer à légitimer une élection dont les règles sont volontairement et notoirement faussées? 6. Comment préserver au mieux les chances du mouvement pour les législatives et municipales ou même une élection présidentielle à venir, tout en demeurant fidèle à sa ligne idéologique et à la confiance du peuple? Ces interrogations constituent un cadre d'analyse destiné à protéger le mouvement contre les pièges politiques tendus par le régime, par un régime rompu aux stratégies de neutralisation de ses adversaires.
Toute réponse devra s'appuyer sur une évaluation rigoureuse du rapport coût-bénéfice, en tenant compte non seulement des échéances immédiates, mais aussi de la trajectoire historique du MRC. 3. Éléments d'appréciation en faveur d'un soutien éventuel à une candidature. La question de l'opportunité. Pour le mouvement, pour la renaissance du Cameroun MRC, d'apporter un soutien explicite à l'un des 11 candidats retenus par le système revêt un caractère hautement stratégique. Une telle décision ne saurait être improvisée. Elle exige un discernement rigoureux, fondé à la fois sur l'analyse des rapports de force, l'évaluation des bénéfices potentiels et l'anticipation des perceptions tant internes qu'externes. Plusieurs arguments avancés au sein de l'opinion plaident apparemment en faveur d'un soutien, même conditionnel. 1. Concentration des forces. En se prononçant pour le candidat jugé le moins éloigné de ses orientations, le MRC pourrait canaliser son électorat vers un pôle unique, accroître le poids politique de ce dernier et, en cas de victoire, revendiquer des contreparties tangibles. 2. Capacité de négociation. Un soutien formalisé, qu'il intervienne en amont ou en aval du scrutin, offrirait une marge de négociation en valorisant la représentativité du MRC. Cette posture pourrait contraindre les nouvelles autorités à intégrer le mouvement dans la phase post-électorale sous peine d'accroître la délégitimation du processus. 3. Maintien dans l'arène politique. Une participation, même indirecte, éviterait au MRC d'être perçu comme simple spectateur. En inscrivant son empreinte dans la campagne, le mouvement préserverait sa visibilité médiatique, influencerait partiellement l'agenda politique et maintiendrait la mobilisation interne autour d'une action concrète. 4. Préparation des échéances futures. Une alliance ponctuelle avec un candidat en compétition pourrait constituer un levier pour préparer les élections municipales et législatives, en élargissant les passerelles avec l'électorat de l'allié, choisi et en évitant l'isolement politique. 4. Contre-argument et risques stratégiques. L'analyse des profils des candidats retenus par le système et du contexte institutionnel relève cependant de fortes réserves, tant sur le plan des principes que des conséquences opérationnelles. Petit 1. Risque de légitimation du système. Les candidats validés par le régime sont perçus comme dépourvus de potentiel disruptif et globalement contrôlable. Un appui du MRC pourrait être interprété comme un ralliement implicite au système en place, diluant la position de rupture qui fonde son identité politique. Un tel geste serait exploité par le pouvoir pour légitimer le processus électoral et les institutions ayant écarté Maurice Kamto, limitant ainsi toute capacité de contestation ultérieure. Il permettrait au pouvoir de dire que le MRC a participé à cette élection présidentielle discréditée, même en l'absence de son propre candidat. 2. Dilution de l'identité et perte de cohérence. S'inscrire dans la dynamique d'un autre candidat reviendrait à brouiller la ligne stratégique historique du MRC, centrée sur la refondation et la rupture avec le modèle actuel. 3. Risque d'appropriation politique. Si le candidat soutenu venait à se compromettre ou à s'aligner sur le régime, hypothèse plus que probable,
le MRC serait tenu politiquement et moralement pour co-responsable, avec un impact direct sur sa crédibilité auprès de sa base militante et de l'électorat contestataire. 4. Perte d'autonomie stratégique. En s'engageant derrière un autre projet politique, sans substance, ni conviction et rafistolé en dernière minute, le mouvement se verrait contraint de s'aligner sur des choix tactiques et des positions qui ne relèvent pas de son contrôle direct, réduisant ainsi sa capacité d'initiative et sa marge de manœuvre. De surcroît, en cas d'échec du candidat soutenu et d'une éventuelle contestation des résultats par celui-ci, les militants du MRC risquent fortement de se retrouver seuls face au régime. Tous les candidats de l'opposition en liste n'ayant ni une grande base militante, ni une tradition éprouvée de lutte face au régime. Les militants du MRC seraient à nouveau arrêtés massivement et leur gestion serait une nouvelle charge pour le mouvement, vite abandonné à son sort, comme l'ont montré les événements passés depuis 2018, au moins, et plus récemment l'arrestation de près d'une soixantaine de militants du mouvement au Palais des Congrès à l'occasion du contentieux des candidatures. 5. Risque de démobilisation interne. Une partie de la base, attachée à la posture intransigeante du MRC face au régime, pourrait percevoir ce soutien comme une concession opportuniste entraînant un affaiblissement de la cohésion interne et possiblement des départs. 6. Décalage avec l'opinion contestataire. Le MRC est identifié par une frange importante de la population comme l'acteur politique majeur de l'agenda pour le changement. S'associer à un candidat toléré pour le pouvoir, qui accepterait sans réserve les résultats émanant de l'ECAM, pourrait fragiliser cette image et entamer la confiance populaire. Cette réserve stratégique est renforcée, comme indiqué au point 4 ci-dessus, par l'historique des relations entre les différentes parties. En effet, les candidats en compétition n'ont jamais pris position aux côtés de Maurice Kamto du MRC lors des combats historiques qu'ils ont portés. Petit A. En 2018, suite au hold-up électoral, aucun des prétendants actuels n'a appuyé la démarche de contestation de la victoire officiellement proclamée, préférant accepter le statu quo institutionnel. Petit B. Cette absence d'alignement s'est confirmée lors des dénonciations publiques du détournement des fonds alloués aux infrastructures de la CAN et face au simulacre de dialogue national organisé en 2019, boycotté par le MRC dans un isolement total. Petit c. Les épisodes de répression, incarcération prolongée des responsables et des militants, assignation à résidence du leader, arrestation au faciès et recours au tribunal militaire contre les civils, non suscité ni mobilisation, ni condamnation de la part des candidats actuels, certains allant jusqu'à minimiser ou tourner en dérision les victimes de l'oppression. Petit d. Sur le terrain des réformes institutionnelles, la revendication de la publication de la liste électorale nationale, la contestation de la pluralité des juges du Conseil constitutionnel et la dénonciation de la convention secrète entre l'ECAM et l'ONU ont été menées de manière solitaire par le MRC. Cette absence constante de solidarité dans les moments de tension politique majeure traduit une divergence culturelle, structurelle, d'engagement et de priorité. Dans ces conditions, un soutien explicite du MRC à l'un de ses candidats exposerait le mouvement au risque de d'associer son capital politique et moral à des acteurs dont les trajectoires n'ont jamais attesté d'une convergence réelle avec les combats et valeurs fondatrices.
Les risques identifiés sont d'une ampleur suffisante pour recommander la plus grande prudence. Dans les circonstances actuelles, un soutien explicite à l'un des candidats retenus exposerait le MRC à un affaiblissement stratégique, à une altération de son capital politique et à un brouillage de son image de force d'alternative crédible. Des options tactiques alternatives compatibles avec la ligne historique du mouvement devraient être explorées. 5. Quelques recommandations donc. Plus que jamais auparavant, le peuple camerounais manifeste aujourd'hui une aspiration profonde au changement. Cette dynamique s'est traduite par un afflux sans précédent d'inscriptions sur les listes électorales observées dès 2024 et amplifiées au premier semestre 2025. Cette mobilisation rare dans l'histoire récente du pays s'explique en grande partie par la présence dans l'espace public d'un acteur collectif, le MRC, et d'une figure politique, Maurice Kamto, qui par leur constance et leur intégrité ont ravivé l'espérance populaire. C'est précisément ce capital de confiance et d'adhésion qui a motivé le régime à orchestrer leur exclusion du processus présidentiel. Or, face à cette exclusion, certaines voix, y compris au sein de l'opposition, appellent à une auto-inclusion par procuration en transférant le crédit politique et moral du MRC et de son leader vers un candidat dont ni la crédibilité ni la probité ne peuvent être garanties. Dans ce contexte, il apparaît politiquement et stratégiquement pertinent de s'abstenir de toute démarche qui, directement ou indirectement, contribuerait à légitimer un scrutin dont le caractère inéquitable est désormais manifeste. Comme l'a justement souligné le président par intérim Mamadou Mota, l'éviction de Maurice Kamto constitue une négation du processus démocratique. Fin de citation. C'est pourquoi nous pensons que le MRC devra adopter une ligne de défiance résolue et explicite vis-à-vis de l'élection présidentielle actuelle en refutant toute forme de soutien explicite ou implicite à l'un des candidats retenus par le système. Cette posture ancrée dans la continuité historique du mouvement devrait permettre de préserver l'intégrité morale et la cohérence stratégique du MRC, de maintenir la mobilisation militante autour d'objectifs clairs et non négociables, d'exercer une pression politique sur le régime en dénonçant publiquement l'absence d'alternatives crédibles. Parallèlement, il est crucial d'envisager l'opportunité d'engager 1. Le renforcement de l'unité d'action dans l'opposition non alimentaire. Engager et intensifier les consultations avec les autres forces politiques et sociales autour d'exigences communes, notamment réforme en profondeur du code électoral, garantie de transparence et de sécurité des scrutins, mécanisme crédible de contrôle des résultats. La poursuite de l'œuvre d'éducation civique, en multipliant les actions de sensibilisation citoyenne, en particulier auprès des jeunes et des primo-votants, pour renforcer leur capacité à exiger et défendre leurs droits politiques. 3. La préparation méthodique des échéances de 2026 ou avant, par la mise en place dès à présent d'un dispositif opérationnel pour reconquérir les positions locales et parlementaires en vue de structurer une coalition d'opposition capable de peser de manière décisive dans les futures échéances nationales. En adoptant cette ligne, le MRC se positionnera non seulement comme l'arbitre moral de la scène politique nationale, mais aussi comme le garant d'une alternative crédible à moyen terme. Ce choix stratégique assurera la cohérence entre les valeurs
fondatrice du mouvement et ses actions politiques futures, tout en consolidant son autorité et sa légitimité dans l'histoire contemporaine du Cameroun. Point. Mesdames et messieurs, la balle est donc pas dans mon camp, mais celui du professeur Maurice Kamto, qui n'est pas aussi seul. Il a un directoire, il a l'APC, donc il a des alliés. C'est aussi un moment historique qu'il faut savoir que malgré tous ces calculs, une chose est sûre, c'est que le régime Biya, lui, ne regarde pas la démocratie, ne joue pas franc jeu, est capable de tremper dans le cambouis la tricherie, pourvu qu'il aille devant. Pas d'idéologie, le RDPC ramasse tout ce qui lui tombe à la main. Pourvu que le RDPC dise, vous voyez, tout le monde vient autour de moi, je forme une coalition, une grande coalition. C'est aussi ça le piège du MRC, de rester isolé et parfois de se dire, parfois de se voir toujours combattre, de se battre seul, sans les autres. Maurice Kamto a beaucoup résisté. Et d'ailleurs, on disait qu'il était déjà totalement mort. Beaucoup de pièges lui avaient été tendus, puisque d'ailleurs, beaucoup de ses collaborateurs ou ceux qui se revendiquaient, même du directoire, les cadres de son parti, certains ont goûté à la sardine et sont partis. Et avec le temps qui arrive, bien évidemment, d'autres pourraient encore décamper. On a vu Maurice Kamto assisté à l'époque par Célestin Diamène. Pas seulement Célestin Diamène. Donc pour dire que ce n'est pas seulement les autres partis. Mais il y avait Paul-Éric Nguyen. On a même vu, bien évidemment aussi, Madame Ndoki et d'autres cadres. Et finalement, ça s'est soldé en queue de poisson. Tenir donc un parti politique, il faut aussi savoir nager, parfois contre courant. Parfois, il faut aussi déjouer. Lorsque le régime vous attend, certainement à gauche, ou veut peut-être aussi vous isoler, ou veut peut-être montrer à l'opinion que vous voyez qu'il est égoïste, il veut tout pour lui et rien pour les autres, parce que parfois c'est aussi ça le risque. De ne pas pouvoir se sacrifier, de ne pas pouvoir aussi tendre la main. Je n'ai pas demandé qu'il accepte la main du diable. Bien au contraire, il a su s'en débarrasser autour de lui. L'histoire lui donne raison, puisque justement, on a pu voir Célestin Diamène, qui pourtant déclarait qu'il était un opposant tout feu tout flamme, mais qui aujourd'hui, comme beaucoup, comme Momo, qui était dans l'opposition, a aussi décidé de rejoindre la mangeoire. Célestin Diamène n'est pas seul dans cette tactique, puisque le RDPC a toujours fonctionné ainsi avec des affamés. Le RDPC a toujours fonctionné avec des individus malfamés qui n'ont pas de principe. C'est vrai que c'est difficile de faire de la politique au Cameroun. Faire de la politique au Cameroun, il faut éviter d'avoir faim. Or, le RDPC connaît affamer les opposants. Beaucoup n'ont pas d'emploi, beaucoup sont parfois même expulsés par leurs bailleurs, beaucoup sont moqués dans des quartiers et beaucoup cherchent parfois à imiter Jean de Dieu Momo
qui lui monte sur des podiums pour chanter, pour faire le zozo et pour montrer que tout est beau. Dans cette logique, justement aussi, on a pu même voir une qui était le bras droit d'Issa Chiroma. Cette dame tirait sur tout ce qui bougeait. Et même sur des Bamileke. Issa Chiroma a eu au moins le culot de l'enlever. Grande est notre surprise de voir que cette dame n'a même pas passé une semaine. Son cerveau et tout ce qu'elle racontait comme étant une grande opposante, tout cela fait désormais fait partie du passé lointain. Elle est même allée jusqu'à se faire inviter à la télé de la présidence de la République. Jeanne Soga était complètement en train de draguer le vieux Biya. Alors que c'est elle qui était énergique, c'est elle qui parlait, c'est elle qui démontrait ceci et cela. Donc elle était en réalité aux côtés de Issa Chiroma pour l'espionner, pour le noyer, pour le détourner et pour aller raconter tout ce qui était à côté. La preuve, c'est que engager les discours haineux, tribalistes, elle le faisait justement pour isoler Issa Chiroma. Elle le faisait justement parce qu'elle savait que les militants du MRC, tout comme tous ceux qui combattent le tribalisme, allaient tourner le dos à Issa Chiroma. Elle a donc fait cela à dessein. Et aujourd'hui, calmement, crânement, Jeanne Soga arrive à la télé de la présidence de la République. Est invitée pour aller s'exhiber et dire qu'elle est prête à regagner les rangs du RDPC. Ça, on pouvait tout imaginer. Mais pas à cette vitesse-là. Pas à cette allure-là. Pas cette trahison-là. Jeanne Soga. Si on vous demandait de prendre votre carte du RDPC tout de suite. Si vous en avez une, moi je l'achète. Et si on vous demandait de battre campagne dès demain pour le président Paul Biya, pour qui vous avez de l'admiration? Je commencerai dès ce soir. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il est temps pour moi de défaire ce que j'avais commencé à faire. Et que je pense que j'avais bien fait parce que je suis une professionnelle. Et quels seraient vos arguments pour convaincre ceux qui vont vous suivre, vous écouter? Monsieur Atangana, si je devais donner toutes mes recettes, je vous enlèverais le plaisir de venir me suivre à une de mes sorties. Il y a tellement d'arguments autour de la question, et j'ai commencé d'ailleurs par vous en donner quelques-uns tout à l'heure, lorsque je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je choisirais aujourd'hui le RDPC. Et répétez ce matin studio, peut-être n'ai-je pas bien enregistré, peut-être pourriez-vous... En tout cas, je vais vous dire une chose, ça vient des années 90. Vous savez, en 1990, je rentre à politique à la faveur de cette fameuse loi sur le multipartisme, je suis dans l'opposition. Et j'exerce une pression avec d'autres personnes. Des centaines de personnes, voire des milliers de personnes exercent une pression sur le président Paul Biya pour qu'il convoque la conférence nationale souveraine. Qui n'a jamais eu lieu. Qui n'a jamais eu lieu parce que cet homme politique-là, qui est le président de la République, a réfléchi au contenu d'une conférence nationale souveraine. Il a enlevé la tripartite, en fait, est une conférence nationale souveraine sans la partie émotionnelle. Parce que, et c'est ça que j'attends d'un homme d'État. J'attends d'un homme d'État qu'il prenne ses responsabilités, toutes ses responsabilités, qu'il ne suive pas le vent, d'accord, ni la foule, mais qu'il donne et indique une direction à cette foule-là. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, après avoir tenté de trouver cette personnalité ailleurs, écoutez,
je dois me rendre à l'évidence. Je veux dire, c'est une évidence qui s'impose à moi. Et je vous ai dit, je suis prisonnière de mes convictions. Quand je dis prisonnière, c'est-à-dire j'y suis attachée. Et je pense que si je dois prisonnière de ses convictions, fidèle à moi-même, vaut mieux que je me rende à l'évidence. J'aurais dû entrer au RDPC depuis le début. C'est compris et c'est noté, bien noté. Alors nous sommes... Vous vous rendez compte? Elle dit qu'elle est une femme de conviction. Donc sa conviction, ce n'était pas l'opposition. Elle était espionne. Elle dit que le président Paul Biya, quand lui, il a déjà lui, il suit seulement son idée, il ne change pas d'opinion, il ne fait pas ceci. Mais Madame Soka, c'est comme si vous êtes né hier. Vous n'êtes pas au courant que Paul Biya avait dit que le multipartisme est sans objet, que le SDF de Fundi a dû batailler. On a tué 6 personnes à Bamenda. C'est le vent de l'Est. Et parce que les opposants étaient déterminés, que Paul Biya, qui écoutait Mabazile, qui disait que le multipartisme divise, qu'il faut le parti unique. C'est le vent de l'Est et le SDF. Et aussi la balle, parce que justement, il ne faut pas oublier le discours de la balle de Mitterrand. C'est ça qui a imposé le multipartisme à Paul Biya. Lui ne change pas, il ne veut pas ceci, il ne suit que sa même direction. Paul Biya n'a pas dit combien de fois que le Cameroun n'ira jamais au FMI. Il n'a pas juré. Nous sommes maintenant où? Au FMI. Et vous dites que il ne change pas, lui il fait ceci, il fait cela, et machin, tout ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Quand vous voulez manger, allez manger. C'est quelle trahison ça? Donc cette femme pouvait prendre même un pain avec le haratadaï et donner à Issa Chiroma. Comment il a fait pour être directement invité à la chaîne de la CRTV? C'est la même chose. C'est moi qui avais lancé l'alerte quand Maurice Kamto était en prison. C'est moi qui lui avais dit, j'avais appelé un de ses collaborateurs, Cochambrier, que méfie-toi. Si tu continues à manger avec tel, ce sera le poison. Quelqu'un quittait la présidence de la République, il était chargé de marcher là-bas public. Il venait voir, pas son âme, Paul-Éric Kingay. Et il voyait également... Et c'est moi qui étais le premier, vous vous souvenez, quand j'avais dit ici que Paul-Éric Kingay ne va pas continuer avec Maurice Kamto. S'il sera le premier à monter sur lui. Les gens disaient que je voulais les diviser, non? Où en sommes-nous aujourd'hui? On m'a donc donné raison. Quand j'ai regardé N'Djamène, j'ai dit que la femme est si, hein. Vous voulez rester avec lui? Je bombardais N'Djamène ici. On m'a dit que c'est moi qui étais plutôt infiltré. Vous avez vu comment N'Djamène a bondi? Lui qui faisait semblant de critiquer Paul, lui qui faisait semblant d'être opposant. Wow! N'Djamène sort son parti à part. Il dit qu'il sera président. C'est lui le meilleur candidat. C'est lui le meilleur ceci. Et maintenant, N'Djamène va entrer dans le groupe de mendiants ou même Bandakani a cherché l'os à croquer. Il a déjà sucé les doigts. Il dit, moi, je ne suis plus là-bas. N'Djamène part. On lui dit qu'il sera secrétaire d'État. On lui a donné 200 000. Et on lui a promis qu'il aura chaque mois 300 000 francs. Le voilà qu'il y a dans le parti.
le parti de Momo ou bien le GF1. GF1. Écoutons donc le grand révolutionnaire, le grand opposant. N'Djamène, comment il tourne maintenant la langue. Celui qui était parti dans le peuple, qui n'avait même pas payé pour aller déposer son dossier au Conseil constitutionnel. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Voilà le président. Rassurez-vous, ce n'est pas un changement, c'est une évolution dans mon analyse politique et c'est la raison pour laquelle, par pur pragmatisme, j'ai pensé que le meilleur candidat cette année 2025, c'est le candidat pour bien. Silas, à 2 mois environ de la présidentielle 2025, le G20 renforce son épine dorsale. Révérend professeur Tita Samuel, chairman CPP. Aux 20 pionniers qui ont soutenu Paul Biya pendant la présidentielle de 2018, s'ajoutent aujourd'hui 15 partis politiques. Ils ont un objectif commun, faire réélire le président de la République le 12 octobre prochain. On nous a insultés en 2018, on nous a combattus en 2018, on nous a traités de G1, GF1, alors nous gardons le G20. Allez dire que nous avons faim de la vérité, nous avons faim de la démocratie, nous avons faim de la paix. Parmi les nouveaux venus, Célestin N'Djamène, président national d'APAR et ancien candidat à la candidature, rejoint le bateau. Par son adhésion à cette coalition, il fait allégeance à Paul Biya, qu'il a souvent challengé. Rassurez-vous, ce n'est pas un changement, c'est une évolution dans mon analyse politique et c'est la raison pour laquelle, par pur pragmatisme, j'ai pensé que le meilleur candidat cette année 2025, c'est le candidat pour bien. Silas Sou du PRP, Parti républicain du peuple, monte aussi au créneau pour un soutien sans faille au candidat naturel du RDPC. Mon soutien, c'est parce que le président Biya est le président des pour, des contre, des croyants et des non-croyants. L'homme qui rassemble les Camerounais tout entiers. Pour ses alliés, les joutes électorales du 12 octobre seront intenses. Il apparaît donc nécessaire de battre le rappel des troupes. Et une fois les identités déclinées, place à la stratégie. Nous allons nous organiser pour battre campagne tous ensemble dans toutes les régions. Le groupe n'entend toutefois pas changer de nom. Même à 35, le G20 reste et demeure, car au sens des pionniers, plus qu'un patronyme, il s'agit désormais d'une idéologie et les portes restent ouvertes aux autres formations politiques qui souhaitent suivre le mouvement. Croyez-vous capable de battre Paul Biya, de battre Issa Chiroma, de battre Bello Bouba Maïgari, Maurice Kamto, Cabral Libi, pour ne citer que ces exemples-là à l'élection d'octobre prochain? Voilà, Je vous mets au défi de trouver meilleur candidat de l'opposition que moi. Chaque candidat dit la même chose. Maintenant, entre ce qu'on dit, et alors je les invite au débat. Il dit qu'il est meilleur candidat, maintenant il dit que c'est Paul Biya. Et de diviser, de trancher entre des différents proposants. Je dis qu'on ne va pas décider de voter pour M. Brankanga parce qu'il a parlé. Alors vous mettez M. Brankanga en débat, en contradiction avec un autre candidat, et le téléspectateur chez lui va se faire ses raisons et choisir son camp. Il y a quand même des paramètres qui vont au-delà des simples Eh débats. bien, dans des pays modernes, il y a des débats. Le tout n'est pas d'être éloquent, de Non, non, bien c'est pas ça que je parler. dis. Je dis I wanna jam it with you. Sur ton compte. 15 partis politiques. Ils ont un objectif commun, faire réélire le président de la République le 12 octobre prochain. Parmi les nouveaux venus, Célestin N'Djamène, président national d'APAR et ancien candidat à la candidature, rejoint le bateau. Par son adhésion à cette coalition, il fait allégeance à Paul Biya, qu'il a souvent challengé. Rassurez-vous, ce n'est pas un changement, c'est une évolution dans mon analyse politique et c'est la raison pour laquelle, par pur pragmatisme, j'ai pensé que le meilleur candidat cette année 2025, c'est le candidat pour bien. Ceux
qui détruisent ce pays sont à étudier, sont dans les ministères. Hein? C'est eux qui détruisent le pays. Monsieur Paul Biya continue d'être pour moi le problème du Cameroun. Hein? La prison ne peut me briser. Je suis prêt à tout. Hein? S'il fallait retourner pour mes idées, je recommencerai. Qui est? La prison n'est pas un centre de torture. Je reste un combattant, quoi qu'il arrive. En 2025, détrompez-vous. Et ne cessons de tromper le peuple. Qu'on ne pense pas que jamais, quand vous le regardez, il ressemble à un futur président en 2025. Parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'en a ni les moyens démographiques, ni les moyens matériels, ni les moyens populaires. Ce n'est pas sur un plateau de télévision. Il n'y a pas de moi, je vous ai prise de pouvoir. Moi, je vous ai dit, n'est-ce pas? Le pouvoir, ça se construit. En 2016, si ça se construit. Je peux continuer. En 2016, pour ne pas tromper les Camerounais, je leur ai dit, lors d'une émission à Canal 2, la chaîne dans laquelle nous sommes, que moi, quand je me mire le matin en me rasant, je n'ai jamais vu en face de moi le futur président du Cameroun. Mais ça, on est comme ça. Oh là là! Donc, voilà quelqu'un qui nous a trompés ici. Et voilà les gens qui disent que si Maurice Kamto allait à l'élection de 2020, il n'allait pas avoir de problèmes. Mais c'est les gens comme ça qui allaient être poussés par les Grégoire Wona, les moments. On donnait mais tu donnes 1 million à N'Djamène. Mais N'Djamène va te dire que c'est Satan qui est Dieu. Tu donnes 1 million à N'Djamène, tu lui demandes de courir de Ngombi jusqu'à Mokolo. Sans caleçon, il va le faire. Parce qu'il n'a rien, il est pauvre. Et ce sont ces opposants et aussi des intellectuels qu'on appelle justement des intellectuels organiques. On ne devrait même pas les appeler organiques. C'est des intellectuels alimentaires. C'est-à-dire que la plupart, vous avez vu, ils ont été même dans la diaspora. Ici, ils n'ont pas pu travailler parce qu'ici, pour travailler, c'est pas du favoritisme. Donc, il dit qu'il a fait ses études universitaires, mais tu ne vas pas voir là où il a travaillé. Il arrive au Cameroun, il n'a pas travaillé. Et du coup, il devient donc opposant parce qu'il s'est dit que vite, rapidement, j'irai à la mairie pour voler quelque chose. Je m'imagine être député, N'Djamène et tout et tout. Ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la politique. Lui, il vient profiter du MRC comme il a été au SDF pour se bourrer un peu quelque chose dans la panse. Il n'y a rien. D'autres avaient encore beaucoup plus de consistance. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'à une certaine période, Owonangini fut traité comme une giga méga webstar lorsqu'il passait à la télé. D'autant plus qu'il était à contre-courant. Il était totalement opposant à son propre père, Joseph Owona. Mais parce qu'il avait faim. Et parce qu'à une certaine période, Joseph Owona lui-même avait été retiré de la mangeoire. Dans cette galère-là, il était amer. Il fallait voir comment Owona critiquait le régime. Comment il critiquait les intellectuels organiques, les intellectuels alimentaires. Aujourd'hui, Owona mange jusqu'à se lécher les doigts, jusqu'à ce qu'il ne peut même pas voir sa soeur. Il faut faire très attention avec l'opposition. Vous avez vu ce que j'ai vu à l'intérieur de l'UPC. Pourquoi vous croyez que l'opposition là, les opposants, 80% sont des salauds? D'accord? C'est pourquoi on ne peut pas faire aveuglement la coalition. On ne peut pas. Il vaut mieux continuer la lutte que de faire la coalition avec les faux opposants. Maintenant, si un opposant pense qu'il est véritable, qu'il nous le prouve dans son histoire, dans son discours, dans ses projets, dans sa façon de faire. Ok? C'est avant d'avoir ma coalition, je ne la donne pas comme ça. D'accord? Je préfère perdre dignement. C'est comme Sékou Touré. Les gars qui voulaient être opposants, c'est les Owonangini. Ça les a dépassés. Ils se sont calmés. Moi, j'ai vu quelqu'un. Ça les a dépassés.
Ils se sont calmés. Quand ils sont venus là, ils venaient de Bordeaux, ils avaient les idées neuves. Et le pouvoir, quand le pouvoir est comme ça, ils ont tapé. On leur a dit continue de taper. On a bloqué sa progression 15 ans. Il a dit que vraiment, l'affaire-ci. Et personne pour te soutenir dans ces conditions-là. L'État camerounais est un État amphiconstitutionnel. Ça veut dire ici que la Constitution n'y est qu'un prétexte pour masquer quelque chose qui en réalité est de l'ordre de la domination monarchique. Il s'agit en réalité d'une monarchie. C'est un système monarchique et étudié même à partir des normes. C'est qu'on n'a pas le temps de le faire. Vous allez constater qu'il s'agit d'un système monarchique de pouvoir. Et je finis en disant que la manière dont le système camerounais fonctionne montre qu'il y a bien une loi de la gravité du présidentialisme. Le présidentialisme a beau se déguiser, il a beau se démocratiser, il est toujours le présidentialisme parce que le système fonctionne en rapport avec une configuration sociale, historique et politique particulière qui a été mise en place en 1959 et dont on n'est pas toujours sorti et qui nous situe dans le gouvernement perpétuel. Je voyais très clairement le professeur Guy Dola indiquer rapidement qu'il y a un verrouillage du système présidentialiste. Et on va voir à la fin que c'est ça qui fait naître ce que Bakary appelle l'État président. C'est-à-dire le fait que l'exorbitance de la puissance étatique présidentielle bloque l'ensemble du système institutionnel et fait que l'État à lui seul se résume au président. Tout à l'heure, Blérou a parlé d'intellectuels organiques. Voilà. Ils sont pires que les intellectuels alimentaires. Et là, s'il vous plaît, je vais taper dur sur mes collègues à l'université. Il m'arrive parfois de rêver d'être président de la République, ce n'est pas interdit. Vraiment, tout ce monde-là, je n'ai pas qu'à l'université. On met les crédits de recherche, qu'ils fassent la recherche. Parce qu'ils sont très nocifs. Des gens, de référencer l'intellectuel de la société, je dis bien, mais parfait, ici, quand je parle dans la bouche. Parce que le moment venu, on a la reddition des comptes, que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur des plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Professeur Jean Calvin Abayounou, le premier sujet qui nous intéresse ce matin nous amène à faire un bilan ou alors à poser un regard sur l'entourage du président de la République concernant ses 42 ans de pouvoir du chef de l'État. Je disais en ouverture que deux thèses s'affrontent entre ceux qui pensent que l'entourage du chef de l'État ne l'a pas suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats et d'autres qui pensent malheureusement, entre guillemets, que c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est véritablement le seul responsable. Moi, je me pose la question de savoir si l'entourage du chef de l'État, Paul Biya, l'a suffisamment aidé au niveau de l'atteinte des résultats. Merci pour ce temps de parole qui m'est imparti par faire ici. Vous savez, ce que j'apprécie en vous, c'est que vous donnez toujours la latitude aux intervenants d'aller jusqu'au bout de la pensée sans les interrompre. Et vous ne faites pas de censure. C'est pour ça que je vous prierai de me laisser parler. C'est à ce que vous me donnez, c'est à ce que vous me donnez depuis la parole, parce que ce ne sera pas le soutenant. J'ai conscience de ce que, comme le disait Paul Valéry, un philosophe français, la politique est là d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. C'est justement la raison pour laquelle, parce qu'on détourne les gens de l'essentiel, il y a plein de dérives. Et c'est l'occasion pour moi de dire à M. Tuile que je suis d'aller avec lui tout au long de cette émission, parce que j'ai façonné un concept qui est celui de la République abîmée. On va en venir. Et vraiment, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Permettez-moi, parce que Prosper vous l'a dit, nous sommes des résistants palestiniens. Nous combattons depuis la et nous sommes déterminés à rétablir la vérité historique jusqu'à la mort. Parce que comme je le dis souvent aux uns aux autres, j'ai réalisé qu'avec ma posture, les Camerounais ont soif de vérité. Vous ne vous imaginez pas le nombre de Camerounais qui viennent vers moi, qui m'écrivent, qui me disent « Professeur, on vous encourage dans cette voie ». C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout. Donnez-moi le temps de parole. Allez-y, professeur. Alors, j'y vais.
Très bien. Moi, je distingue l'accessoire du principal. Certes, les collaborateurs du président de la République ont des missions bien déterminées. Ils doivent appuyer l'action du président de la République, qui, conformément à l'article, à la Constitution, à l'article, on définit la politique de la nation et les autres exécutent. Ces collaborateurs ne sont pas exempts de toute responsabilité. Je vous prends 3 exemples. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, notre secteur de l'enseignement supérieur, 20 ans d'incurie du ministre de l'enseignement supérieur. Les universités qui se meurent, je l'ai toujours dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Son bilan est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? La preuve en est même que ceux qui sont des référentiels intellectuels de la société, qui devraient décrire le phénomène, ont peur de parler. Mais moi, je le dis. Je n'ai jamais vu un président de la République laisser une ressource humaine, un organe, un pouvoir pendant 20 ans, sans résultat probant, qu'on maintient, et qui pousse même l'outrecuidance, en disant que Paul Biya et Moïse, vraiment mon frère Elimbi Lobé en face, qui connaît mieux la Bible que moi, il faudrait peut-être que les gens fassent très attention. Peut-être que le professeur... Voilà, alors oui, ça j'en viens. S'il vous plaît. Les arguments... Je vous dis, faisons le bilan de l'université. Il est négatif. C'est vraiment que je recherche dans le service public universitaire ce qui marche. Alors tout ce qui intéresse Femme Ndongo, c'est nous parler de Moïse. Je vais le renvoyer aux Saintes Écritures, Exode 3, versets 7 à 9. L'appel adressé à Moïse par Dieu, qui lui demandait d'aller sauver le peuple israélien de la servitude égyptienne. Ma question, une double interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? J'ai dit non. 2. A-t-il accompli sa mission? J'ai dit non. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Donc je dis, il ne faudrait pas pousser l'outrecuidance plus loin. On va même au livre de Nombres, chapitre 20, de 9 à 11, là où Moïse a raté sa mission. C'est justement la raison pour laquelle Dieu l'a substitué à Jacob. Donc pour vous dire que nous maîtrisons la Bible, qu'on ne voit pas la Bible au tort d'hasard. Pour me résumer, plutôt que de donner un coup de pouce au service public universitaire, vous venez chanter les louanges d'un individu, en clamant même haut et fort qu'il n'y a pas Dieu, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, Paul Biya finira par partir, et ces gens vont le relier. 1, 2. Je vais dans le secteur. Bon. Paul Biya finira par partir. De là, ce sont les intellectuels qui nous disent qu'il ne peut pas partir. Paul Biya, Moïse, il est sacré. Tout le monde prie pour lui. Tout le monde va s'incliner devant lui. Et d'ailleurs, les évêques également considèrent Paul Biya comme étant un des leurs, puisque issu du petit séminaire, fils de catéchiste. Mais sauf que le régime Biya, où Paul Biya est justement Moïse, où non seulement les universitaires parlent avec la même chose, c'est-à-dire que c'est comme une prière, ils font des invocations, c'est comme l'évangile, c'est comme quelqu'un qui est immortel. On a exactement aussi des hommes pourtant qui devraient être des contestataires lorsqu'on écrase le peuple, mais qui plutôt sont là pour écraser le peuple, sont utilisés pour écraser le peuple, et qui vous disent acceptez seulement que Paul Biya vous écrase. Ce sont des hommes d'église, ce sont des hommes qui portent des soutanes, ce sont des évêques.
On les a vus défiler et tout dit, soi-disant que c'était pour la paix. Et parmi ceux-là, il y a toujours un bloc. Sur 40 évêques, vous allez toujours voir Monseigneur Jean Barga. Il a formé son équipe. L'équipe du palais. L'équipe des évêques du palais. Et c'est la même chose qu'on constate aussi à côté de cette équipe-là, autour de lui. Et il y a les évêques aussi de la chair. Dernièrement, je vous disais que Monseigneur Jean Barga, son parcours n'a jamais été sain. Et que jusqu'à présent, il y a toujours eu des cadavres dans ces placards. De la corruption et des affaires de mœurs. Je salue Mami Nyanga qui est en train de me regarder aujourd'hui. Ce n'est pas ton dossier que j'ai. Il y a le dossier de l'autre là. Monseigneur Bayemi, qui est en bas là. Monseigneur Léopold Bayemi est né en 1964. Il est en bas là depuis 2010. Mais depuis qu'il est là, il y a des scandales qui s'enchaînent comme chez les universitaires, comme les femmes d'Ongwe Consort. Parce qu'eux tous, ils sont toujours, ils partagent les mêmes choses, les mêmes délires, les mêmes quoi de marche arrière, de parcours et tout ça. Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux, balancée par un activiste, par un lanceur d'alerte, où Monseigneur Bayemi est en train de demander à une fille, dit-on, de 22 ans, de lui envoyer des vidéos qui seraient un peu pornographiques, où elle s'envoie en l'air avec quelqu'un. Et dans ces délires, il voudrait aussi partager quelque chose de beaucoup plus hot, une communion inédite, le fruit défendu. À 3, même Adam n'a pas réussi cet exploit. Donc dans le jardin d'Éden, qui est en bas là, cet évêché, où on aime bien le péché de la chair, il a donc demandé que, voilà, cette fille puisse certainement venir avec une autre pour faire quelques acrobaties. Ah oui, la crucifixion. Ah, il y a la position de qui là? Du Père. Comment on a fait dans ça? Position de quoi là? Du missionnaire, hein? Voilà. Il semble que le gars là, il a appris, je ne sais pas, ça se prend où? Dans la Bible, dans le bréviaire, où là? Hein? Monseigneur Bayemi, position missionnaire, et puis il y a une position cathédrale. Et il y a aussi la position crucifixion, n'est-ce pas? Il y a aussi la position quoi là, évangile. Il y a aussi la position de la prière, quoi, la position des moines du liberté. Bon, enfin, passons. Je ne voudrais pas dire que je maîtrise tout cela parce que, en même temps, je peux y apporter le doute parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle existe. On pourrait donc peut-être dire que, oui, peut-être il peut y avoir une manipulation quelque part. Et d'où, peut-être, on lui accorderait encore des circonstances atténuantes, que peut-être c'est quelque chose qui aurait été monté, que peut-être c'est un piège, que peut-être il n'a pas fait ceci, que peut-être c'est quelque chose qui est un peu... Bon, voilà. Mais sauf que cette affaire, comme j'ai dit, il y a des églises, il y a des hommes de Dieu, et particulièrement les évêques, qui sont ceux du régime, et qui ne sont jamais loin de là où il y a les crimes. Je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Donc j'ai dit, écartons même cette histoire-ci. Mais depuis 2013, on entend ça. Dans, comment il appelle ça? Le collège Saint-Jean de Stinzi d'Obala.
on a toujours entendu des problèmes de harcèlement là-bas. D'ailleurs, je me souviens qu'une sœur religieuse avait démissionné. Et puis, il y a encore une fille qui a été renvoyée du collège parce qu'elle avait révélé ça comme ça. On a dit que non. Il a dit, Monsieur l'évêque a dit qu'elle mentait. Bon, on l'a renvoyée. Vous savez, les histoires de mœurs, il faut toujours prendre ça avec un peu de gants. On se dit, bon, on ne sait pas s'il y a eu un piège. Mais cet homme est quand même un peu extraordinaire parce que on va se rendre compte que les histoires se sont multipliées entre argent et sexe. Et d'ailleurs, concernant le sexe, il y a eu des plaintes. Nous sommes exactement en 2013. Et il avait été convoqué par le nonce apostolique, Monseigneur Piero Piopo. C'était exactement le 20 août 2013. Tout au Bala parlait de ça. Tout au Bala était au courant. Il est revenu de là, mais comme il a la godasse et le parapluie, bouche bée. Parce qu'il faut savoir, avant d'y arriver, que ce monsieur est l'évêque du palais, ami intime de Bellinguer-Boutou et de Ferdinand Gongo. Rappelez-vous quand les évêques, les 7 sont partis dernièrement au palais. Le communiqué final a été rédigé par qui? Par cet évêque. Monseigneur Baïmi. Et je vais vous dire que ce n'est pas n'importe qui reste là à Obala. Léopold Biya fait les plus grandes pratiques mystiques. Je vous ai toujours parlé de ça. Mais rappelez-vous surtout que après ce scandale, en 2013, vous vous rendez compte que ça faisait tellement du bruit. C'est cet évêque qui a été invité par Paul Biya en 2014 pour aller célébrer la messe de Requiem, l'enterrement de la mère de la première dame, en Bomaka, c'est-à-dire Rosette Dongomongolo, qui était partie mourir dans des conditions bizarres en Afrique du Sud. C'est lui qui était parti. Je crois que c'était exactement le 26 décembre 2014. Vous voyez qu'un an après le scandale, il est invité là-bas. Le grand frère de Paul Biya meurt. C'est toujours lui qui est là-bas. N'oubliez pas que c'est le seul évêque qui officiellement demande aux gens, venez à l'église, vous devez chanter pour Paul Biya. On sélectionne les agriculteurs. Et puis il dit, voilà 10 millions que Paul Biya a envoyé pour que vous puissiez faire l'agriculture. Comment un président de la République va sponsoriser les agriculteurs d'une d'un évêché? Pourquoi est-ce que Paul Biya n'offre pas ça à gauche et à droite? Pourquoi seulement à lui? Pourquoi seulement à lui? Oh les porcs, oh les engrais, ou les ceci et cela. Et il y a eu des dénonciations sur des dépravations de mœurs qui sont terribles. Mais il a toujours bénéficié d'une couverture de l'État du Cameroun, du régime.
les finances de l'évêché, ça entre dans sa poche parce qu'il doit sponsoriser les femmes. Il ne rend compte à personne. Parce qu'il est protégé par le palais. Mais surtout, en ce qui nous concerne, les gens disent c'est un homme, oui, même si on est évêque, c'est ça. Je dis d'accord. 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 Mais sauf que là, lui-même n'a passé que le temps à virer les gens, les prêtres. Dès qu'ils ont eu des problèmes de rivalité, il les vire, soit que oh, tu es parti aimer une femme, soit tu as fait ceci, soit tu es parti te marier et tout et tout. Il disait que c'est lui qui disait que oh, les hommes d'église ne doivent pas être avec des femmes, ne doivent pas faire ceci, ne doivent pas faire cela. C'est comme ça qu'il les virait. Vous n'allez donc pas dire que lui, il a viré les autres. Et vous dites que lui, il est libre aussi de draguer, de harceler, d'être avec des femmes et d'aller même avec elles. Selon nos témoignages à l'évêché. Oui, c'est à l'évêché. De monter avec des femmes peut-être sur l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On se trouve donc. Je vais vous prendre quelques cas que j'ai dû encore me rappeler. Vous savez, il y a eu le docteur, voilà, l'abbé Léon Magloire Fouy, diocèse de Bala. Docteur en théologie, je crois qu'il est devenu docteur en théologie en 2015. Monseigneur Bayemi l'a suspendu en disant que il est interdit de célébrer l'Eucharistie et d'administrer des sacrements. Il a d'abord parlé d'un concubinage et il est allé beaucoup plus loin. Par la suite, il a présenté des documents que le prêtre était parti se marier à une certaine Aline Solange Ngona. Une Ngona. Il faisait des messes sur ça. Oh, ceci et cela. Oh, ce n'est pas possible. On ne doit pas. Oh, le péché de tel. Oh, quand on a prêché, quand on a dit qu'on doit servir Dieu, on doit seulement servir Dieu, on ne doit pas soulever les jupes et tout et tout. En même temps, il fait le clin d'œil à gauche, il fait le clin d'œil à droite, il marche comme ça, il fait l'épaule carrée. Hey! Il a sanctionné. Parce que je vous dis que l'autre affaire a été étouffée par le Vatican. Il y avait beaucoup de plaintes. Je me souviens de l'abbé Émile Nkwa en 2014. Alors que c'est lui qui... C'est-à-dire que Monseigneur Bayemi, lui, il était sous enquête du Vatican. Et il vient et suspend un autre prêtre parce qu'il soupçonnait que c'est ce prêtre qui donnait des informations ailleurs. Il dit indiscipline. Et il guette les femmes. J'ai vu son œil clignotait. Il guette les femmes. Il fait trop un genre là. On le suspend. Bon. Même chose. Il a suspendu l'abbé Pierre Lobon Onana, aumônier des jeunes d'Olembe Bachenga, en disant que il avait convolé en juste noces. Voilà ça qu'il a dit. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que, comme je vous disais, au moment où le peuple pleure, Monseigneur Bayemi est toujours du côté du bourreau. 2018, c'est le braquage électoral. Pendant qu'on marche, pendant qu'on pleure,
le 20 mai 2019, Monseigneur Bayemi reçoit en plein défilé. Il a la soutane, hein? On vient accrocher une médaille de Paul Biya. Une médaille politique pour service rendu. Il n'est pas un homme politique. Hein. Un homme de Dieu est décoré au nom de Paul Biya pour des services rendus. Il rendait quel service? À qui? Sauf qu'il faut se rappeler qu'en 2017, lorsqu'il y a l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, vous allez voir que c'est le même trio qui était au courant. Hein? Le nonce, Monseigneur Mbarga, celui-ci, et il y a aussi l'autre prêtre qui est à la radio là, et à Oundé, qui est même au Oubi. Bon, enfin, je ne parle même pas de celui-là. Où est-ce qu'on est parti jeter le corps? C'était non loin de son évêché. Le corps de Monseigneur Bala. Quand Cléda était en train de parler d'assassinat, est-ce que vous avez vu qu'il a suivi cette piste-là? Il suivait la piste du gouvernement noyade. Pourtant, tout le monde sait que l'assassinat de Monseigneur Bala était lié à une affaire de mœurs avec au séminaire de Bafia où on disait que les évêques étaient impliqués, les hommes politiques étaient impliqués et tout et tout. Et on vient curieusement jeter la dépouille là. Lorsqu'il y a même eu profanation de l'église de Bafia, ce n'est que lui qu'on a choisi pour aller fermer l'église, où il y avait le sang, il y avait ceci, il y avait cela et tout ça. C'est lui qu'on a envoyé. Bon. Je prends l'assassinat juste après Martinez Zogo. Il y a un prêtre, comment on l'appelait? Je vais chercher son nom, je crois que je dois trouver ça. Père Olivier Ntsaebode. Il a été assassiné le 2 mars 2023. Martinez Zogo était étonnant. Enfin, on a oublié de dire ça. Prenez ça comme ça. 2 mars 2023. Il était de l'église catholique orthodoxe. Le nom de Monseigneur Sostène Léopold Bayemi a commencé à sortir. Puis il a fait un communiqué. Que non, lui là, il était de telle église orthodoxe romaine, il n'était pas de notre église. Bon, on l'a enlevé, semble qu'on l'a enlevé en pleine nuit aussi. On lui a dit qu'il partait faire ou bien l'exorcisme, alors qu'on sait qu'il ne s'entendait pas avec Monseigneur Bayemi. L'affaire est tombée. On n'a plus jamais parlé de ça. Le gouvernement a enterré. Il n'y a même eu ni autopsie, ni enquête. Pourquoi c'est toujours à Obala? Pourquoi? Avant ça, vous allez dire que Jipo Remingo, non? Oh, il en veut à ceci et cela. Je vais vous lire une correspondance qui avait été adressée à lui-même. Abbé Pierre Edmond Mbolo Bidima,
porte-parole de quelques vicaires épiscopaux du diocèse d'Obala. Lettre à son Excellence, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Madjei, évêque d'Obala. Suivez la lettre, c'est pas moi. Hein. Je dis bien qu'il est porte-parole, il signe pour les vicaires épiscopaux. Ceux qui signent. Excellence. Nous, vos proches collaborateurs, venons avec beaucoup de respect et de considération vous donner quelques approches par rapport aux récentes affectations. Nous le faisons pour le bien de ces diocèses que nous aimons tant. Ici, nous n'avons pas la prétention de vous faire l'esprit, encore moins de vous apprendre quoi que ce soit dans l'administration. Vous êtes tout puissant, l'évêque plénipotentiaire, le plein évêque de ces diocèses. Tout le monde le sait très bien. Mais notre souci est de vous donner quelques conseils. Aussi vrai qu'il paraît évident que vous êtes réfractaire au conseil, certes, mais un adage de chez nous dit « La rivière s'est tortillée parce qu'elle a été seule ». Et nous avons peur que notre diocèse se tortille parce que son chef suprême veut diriger seul aux grandes dames et mépris de ses plus proches collaborateurs, fût-il son vicaire général. Excellence, sans contour, nous voulons vous dire qu'au regard des récentes affectations, vous vous êtes encore lamentablement trompé et cela est très inquiétant pour notre diocèse, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Tenez d'abord à regarder de près. Vous vous êtes fourvoyé en Bala, Marie-Mère et en Komotou, en plaçant des prêtres immatures, sans personnalité, et des gens à scandale, et indiscrets comme des pies. C'est une erreur monumentale, et vous verrez vous-même les conséquences. Comment responsabilisez-vous un homme comme l'abbé Élisée, avec tant de dégâts, avortements provoqués, viol de petites filles mineures, commis à ça? Vous avez assurément été au courant et vous êtes resté bouche bée. Or, si ça avait été le cas pour un autre prêtre, vous serez sorti de vos gonds. Cela n'est que la confirmation de la thèse qu'en Bala, on serre les réseaux. Le régime est regrettable et honteux pour nous. Comment responsabilisez-vous à la tête d'une paroisse aussi importante un immature, mouchard et instable, un prêtre comme Bondotsanga? Oui, nous le savons et constatons en Bala. Il faut être un mouchard, accusateur des confrères auprès de l'évêque pour mériter sa confiance. Mais sachez que ces bons mouchards que vous appréciez aujourd'hui le feront également contre vous et seront vos ennemis de demain. La preuve de l'ex-curé de Long est là. Et lui qui hier était votre dauphin, à peine ordonné, vous l'avez propulsé vicaire, épiscopal, sans aucune maturité. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Qu'il soit vomi par vous? Oui, Excellence. L'abbé Aïssi est vomi par vous pour avoir dit la vérité sur votre dictature et manque de respect et de considération vis-à-vis de vos prêtres. Est-ce qu'un prêtre ne doit plus s'exprimer? Cette affectation laisse voir une rancune très flagrante de votre part. Et l'on se demande où est passé le pardon. Un évêque rancunier, cela fait peur et déshonore l'Église de Jésus. Nous étions sûrs que la zone de Vaudoula devait être basculée pour avoir osé vous dire la vérité. Vous êtes souverain, mais nous pensons que cela ne devait pas se passer ainsi. Il fallait donc basculer toute la zone, responsabiliser les curés de Vaudoula et Lobon en les envoyant à ça au Balai et comme tout. Ces jeunes prêtres dynamiques, matures, qui ont déjà acquis une certaine expérience, contrairement à ces hypocrites et immatures que vous avez placés dans ces paroisses, nous savons bien que vous ne vous entourez que de bénis, oui, incapables de dire non ou d'apporter une idée autre que la vôtre. Sur un autre plan, vous vous êtes trompé en envoyant en mission cette année des prêtres à bout de force et certains ayant une propension à l'alcool, pour ne pas dire des alcooliques. Nous pensons que cela pourra ternir l'image même de notre diocèse, là où ils sont envoyés. La question qu'on se pose est de savoir
Si lorsque vous voulez vous débarrasser d'un prêtre, vous l'envoyez en mission, pourtant, il y a bien des prêtres de 8-10 ans d'ordination, pétris d'expérience et de vitalité, que vous pouviez bien envoyer en mission pour faire honneur de par leur prestation à notre diocèse, et il faudrait revoir les critères d'envoi en mission. Enfin, nous avons constaté de façon flagrante aussi le tribalisme par l'envoi aux études à Rome de ce jeune confrère qui n'a que 6 mois d'ordination. Il a été envoyé à Rome pour des motifs plus sentimentaux, familiaux, que pour le bien du diocèse. Car avoir ses origines et sa communauté de cheminement vocationnel, nous comprenons tout. Excellence, nous finissons cette correspondance en attirant votre attention sur ces placements fantaisistes qui risquent de déstabiliser notre diocèse dans l'avenir. Ces injustices frustrantes qui risquent de tuer l'engagement pastoral chez bon nombre d'entre nous. Car il apparaît clair en bas là que ce sont des médiocres, des hypocrites, des gens objets de scandale qui connaissent des promotions et bénéficient de votre confiance. Nous ne serons pas surpris que vous nommiez dans l'avenir un autre prêtre de ce rang dit mature, vicaire général dans notre diocèse. Et tenez-vous tranquille, même les simples chrétiens qui ne sont pas dupes ne vous le pardonneront. Et votre projet de cathédrale qui lambine déjà descendra tout droit en enfer. Nous gardons espoir que cette lettre, qui est le cri de détresse de notre diocèse, touchera votre conscience d'évêque et vous amènera à réajuster votre façon de diriger les hommes et les structures, et surtout d'écouter les conseils de vos collaborateurs pour le plus grand bien de notre diocèse. Nous vous renouvelons notre détermination à vous soutenir. Alors, s'il faut donc soutenir Monseigneur Bahemi, et comme je le dis bien, certaines informations qui nous ont été données, à bonne source, nous disent quand même que cet endroit devient pratiquement un véritable lieu de fornication, de détournement de femmes mariées, de jeunes filles, de toutes sortes de pratiques libidineuses. Cela veut tout simplement dire que les endroits sacrés comme cela sont profanés. Normalement, l'enquête du Vatican, qui bien évidemment sera étouffée par étourdie, devrait faire que votre évêché là soit d'abord fermé. Qu'il soit fermé et qu'on fasse une enquête indépendante. Et qu'on fasse aussi le rituel contre ces profanations. Oui, je sais que vous avez des gens qui vous soutiennent à gauche et à droite qui sont haut placés. Mais cet endroit est déjà profané. Et c'est depuis fort longtemps. Et je cite tout simplement le droit canon. 12-11. Voilà. Le code canon dit 2 points. Les lieux sacrés sont profanés par des actions gravement injurieuses qui y sont commises au scandale des fidèles et qui, au jugement de l'ordinaire du lieu, sont si graves et si contraires à la sainteté du lieu. Je vous laisse continuer. Monseigneur, une dernière question. Vous avez célébré la mort, vous avez lu la messe aussi, de la mort du médecin de Paul Biya, qui a été assassiné. Pourquoi c'est vous qu'on a choisi? C'était le 20. Ah bon. C'est vrai qu'il a été enterré là-bas, mais vous connaissez peut-être quelque chose. Vous voulez que je revienne sur ça? Je vais y revenir. Je tourne d'abord un peu ce dossier, parce que beaucoup d'autres choses de cette église catholique que je respecte parce que je suis un fervent chrétien doivent être dites, mais vous êtes minoritaire. Parce que quand on voit ce que Monseigneur Cléda et les autres font,
des dénonciations. J'aurais pu d'ailleurs, si j'avais beaucoup de temps, en mettre encore aujourd'hui pour applaudir ceux-là qui sont du côté des victimes. Vous êtes du côté des bourreaux. Vous êtes un bourreau. Vous allez certainement étrangler cette fille. Mais nous allons surveiller cette affaire de plus près. Ce n'est pas vos prêtres, vos collègues, qui sont rapidement tués par le régime et qu'on ne parle pas après. Nous sommes déjà au courant. Ma boîte noire est remplie. Et je vous surveille de très près. Je regarde votre soutane avec les deux cornes qui balancent en bas. Vous avez la canne en haut et la canne en bas. Celle d'en bas, nous allons la casser.